Evans. Nous devons ouvrir nos minutes de débat. Question, s'il vous plaît. Professeur. Ce qui me gêne un tout petit peu dans mon propos, c'est la non-distinction entre le monde, la chair du monde et la terre. Je m'en doutais. Oui, je comprends. Oui. C'est-à-dire, pour faire bref, la terre est ouverte sur l'univers. La terre se définit par opposition à un ailleurs. Cette séparation n'existe pas dans le concept néo-kantien de la chair du monde, de son côté. Et donc, il me semble que tout ton propos était beaucoup moins néo-kantien qu'il n'y semblait. Et plus husserlien, et non aussi plus pathogien, parce que en tout cas, plus trait de Husserl en cela. Donc, comment Merleau-Ponty peut penser l'anéantissement de la chair du monde, ça ne me paraît pas évident. Pour Husserl, la terre comme sol de notre vie est déjà ouverte sur l'univers. Et dans un texte sur la terre, Husserl parle des cosmonautes qui regardent la terre d'un ailleurs. Donc, c'est ça un peu le malaise que j'ai. Je pense que finalement, la notion husserlienne de la terre, d'être ancré sur une terre, de pouvoir quitter la terre, de pouvoir se séparer de la terre, serait infiniment plus proche de ton propos que cette ontologie relativement englobante, pour ne pas dire maternelle, de la chair du monde de Merleau-Ponty. Il faut dire que je souscris tout à fait à ton interrogation, parce que c'est dans le mouvement de la création du texte aussi, de l'estimation, c'est que j'ai fait un rapprochement sur le fondement de distinction avec des corps qui sont pris dans l'espace, avec une instance originaire qui échappe aux corps qui sont dans l'espace, et qui sont une sorte de référent pour penser le mouvement des corps dans l'espace. Ça s'appelle la Terre. Et au fond, présente des aspects analogiques avec la distinction entre la chair et le corps chez Merleau-Ponty. Alors, maintenant, il est vrai que ce rapprochement a des limites, et ça c'est intéressant de parler de ces limites, j'y souscris, d'autant plus que je m'éloigne fortement de Merleau-Ponty avec Lacan. C'est-à-dire qu'au fond, je pars, il faut savoir quel est mon rapport à Merleau-Ponty, je pars au fond de cet axiome au départ qui est, à mon avis, tout à fait vrai sur l'intérêt qu'il y a de penser l'ontologie phénoménologique contemporaine tenant compte du corps de l'espace topologique. Alors, sur la base de cet axiome, évidemment, vu que je me sers de la topologie de Lacan, je m'éloigne de cette chair maternelle. Parce que chez Merleau-Ponty, comme disait Lyotard, il n'y a pas de père. Effectivement, ça pose un problème, cette chair. Alors que là, avec une autre Robert, au contraire, on insuffle toute une dimension symbolique de paternité qui est tout à fait présente dans le parler du père des noms, de la castration. Donc, on s'éloigne considérablement du Merleau-Ponty. Ça, c'est maîtrisé, c'est pas non conscient dans mon propos. Simplement, il y a un temps de rapprochement des deux continents, phénoménologie et psychanalyse, qui est ce temps d'élaboration, fait que quand on rapproche Merleau-Ponty de Lacan, on doit en même temps s'appuyer sur certaines intuitions de Merleau-Ponty et accepter leur transformation. Je crois qu'il est important, comme tu l'as souligné, de dire qu'on doit penser davantage la chair en termes de séparation et d'éloignement, dès lors qu'on fait le rapprochement avec une psychanalyse plus élaborée que nous faisait Merleau-Ponty. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, donc je vais parler d'une analogie entre le corps et la chair avec la terre et le corps dans l'espace chez Husserl. C'est une analogie qui est effectivement assez limite. Je pense que tu as raison, je ferai plus attention à le distinguer et à accenter davantage sur la question de la terre. Sur le fondement même de cette nécessaire séparation. Merci beaucoup. Je vais reprendre maintenant.
Non. Merci par cette magnifique exposition, votre pensée. Et je veux vous dire que je pense qu'il y a un enrichissement et qu'il y a une application clinique. Quand vous parlez de l'angoisse et la tremblement de la dévoration du visible par l'invisible et du tremblement de terre. À la clinique Winnicott, Institut, je ne sais pas si vous connaissez, ce sont des termes. Ils ont fait la définition de angoisse en morceaux. Et je pense que c'est presque ça. Je vous remercie. Merci. Bon, merci. Ces formalismes sont vraiment pour moi très compliqués et très obscurs. Et en tant que médecin, je préfère penser à la chair au point de vue plus charnel. Et j'ai plusieurs difficultés et je peux vous les poser. Quand vous parlez de la négation du monde, je m'attendais que vous parliez du suicide. Parce que c'est pour moi une des plus fortes expériences possibles, l'acte de presque suicide, la négation du monde. Vous n'avez pas parlé pourquoi. La deuxième, c'est la question du nommer, la question du nom. Professeur Fernando Gil, qui beaucoup enseigné à ici, il a insisté que le nom ne donne pas, le nom reçoit. Et je pense que quand vous parlez de nommer ici, le nom du Père, c'est un nom que ne reçoit pas. Donc, pourquoi? Si je comprends bien. C'est donc on reçoit et qu'on ne donne pas, c'est ça? Oui. Vous en avez pourquoi? Je pense qu'il y a un grand vide dedans ces modèles et d'une certaine sorte sont compensés par une pensée d'une chair qui n'est pas la chair du marché où on va acheter de la viande. C'est pas la chair du corps humain, des malades qui souffrent, etc. Et je me demande si je n'ai en retrait cette expérience, justement, si on tombe dans un trou, on perd la terre, on perd le sang de la terre, si on tombe dans le trou, soudainement. Et cette expérience, je ne les rencontre dans ces formats. Donc ce sont des questions très... Alors, le trou peut avoir, si j'ai bien compris, le trou peut avoir une valeur négative, de disparition, et non pas une fonction de liaison, c'est comme ça que c'est pas... Le trou pourrait être négatif, pour vous, l'idée de trou, c'est cliniquement une occurrence négative. Ouais. Non, dans le sens physique. Ouais. Dans un puits, si on tombe dans un puits. Ouais. Mais là, c'est pas la même chose. Oui, c'est pas la même chose, pas du tout. C'est pas un trou physique. Non, c'est pas. C'est des relations topologiques entre des instances qui font lien pour une certaine question. Voilà. Je vais essayer de répondre aux deux premières questions. C'est très difficile, évidemment, parce que là, ce sont des questions cliniques que vous me posez. Donc moi, je ne suis qu'un humble philosophe, je ne pratique pas la clinique, mais c'est vrai qu'en parlant de psychanalyse, c'est un petit peu le risque que l'on prend. On s'expose à des questions aussi cliniques parfois. Alors, je vais répondre avec toute la modestie qu'on vient par rapport à une clinique que je n'ai pas. Bon. Pour le suicide, je n'ai pas de théorie du suicide humain à partir de là. Ce qu'on peut dire, c'est que, au fond, ça pourrait être une dérive par rapport à ce schème du nœud, ça pourrait être une déconsistance, le mouvement vers l'être, le mouvement vers la vie, s'interrompt. Ça veut dire que, effectivement,
l'espace-temps dans lequel le corps d'un existant se constitue, c'est clair, ne fonctionne plus. Il y a un événement qui fait que quelque chose de l'accroche à la vie se défait. Donc on peut garder cette métaphore, au moins comme métaphore du nœud, pour dire que les nœuds effectivement se défont. C'est ce que j'ai voulu dire avec le tremblement de terre, sous une forme hyperbolique, en allant jusqu'à l'extrême de l'anéantissement du monde. Mais vous faites bien de rappeler le corrélat subjectif, c'est peut-être aussi la disparition, le sentiment de vide, de néant profond qui peut anéantir un existant. Tu peux préférer justement ne plus exister, je veux dire, ne plus exister. Et là, je crois que ça illustre ce que j'ai dit, donne plutôt des ressources, au moins métaphoriques, pour penser le fait que quelque chose d'un mouvement vers la mort est plus puissant qu'un mouvement vers la vie. Et Lacan disait que le but d'une analyse est de faire en sorte que le réel surmonte le symbolique en 2 points. Alors ça veut dire quoi? En termes européens, le réel, il est là, et le symbolique, il est là. Donc le réel veut surmonter le symbolique en 2 points, ça veut dire que c'est par ici, pour dire que le réel, c'est ce qui représentait pour lui la vie, et le symbolique pouvait incarner aussi la pulsion de mort dans une forme de répétition. Donc on peut penser que si le mouvement d'une analyse, c'est de faire en sorte que la vie, le rond du réel, si vous voulez, soit bien noué au rond du symbolique, du même coup au rond imaginaire, et donc que ce faire-nœud représente aussi une accroche de la vie à la vie de la part d'un sujet pris dans le nœud, incarné dans le nœud. Donc, tout à fait, ça peut rendre compte, d'une certaine manière, non pas expliquer, mais donner un éclairage d'un rapport au monde propre à une personne pour laquelle la vie n'est plus en situation de tenir des forces mortifères. Bon, je ne sais pas si je réponds. Nous avons une dernière question. Sur le nom, encore une fois, c'est la même chose. Recevoir et donner, ça fait partie de la même relation, ça dépend de quel côté vous êtes. Si vous êtes le nommé ou le nommant, et quand vous êtes le nommé, vous recevez le nom. Donc, on peut aussi parler d'un nom que soi. Pour moi, je connais très mal Lacan, c'était très difficile de comprendre votre exposition. Quand même, je vous poserai une question sur quelque chose que vous avez dit tout au début. Quand vous parlez de rapport entre la clinique et les chaînes topologiques, vous appelez ces chaînes en langage husserlien des vêtements d'idées, ce sont des idéalisations en langage de Husserl. Chez Husserl, on peut toujours établir un rapport entre ce qu'il appelle le substrat sensible et les idéalisations. On peut parcourir un trajet, on peut déterminer la légalité interne de ce trajet, et au fond, quand ce trajet termine, cette phrase de Rasson que vous avez citée dans la page 3 de votre exposé devient vrai. On ne sait pas de quoi on parle. À la fin du processus, mais on peut tracer les étapes du processus. On peut faire ce processus dans les 2 sens. Le substrat sensible aux idéalisations, et ce n'est pas tout à fait la même procédure. On peut faire le trajet dans les 2 sens. En lisant votre texte, en vous écoutant, j'ai eu l'impression que ces schémas topologiques, comment on ne pourrait pas faire la Genève, dans le sens husserlien du terme, à partir de la clinique. Et ces schémas m'ont semblé quelque peu arbitraires. On peut penser tout ça avec d'autres schémas mathématiques ou sans schéma mathématique. C'est ce qui m'a fait un problème dans votre exposé. Pourquoi ces schémas topologiques et pas d'autres? Pourquoi des schémas topologiques? Oui, bien sûr. C'est une question que j'aurais fallu poser à Lacan. Et je vous trouve bien sévère. J'ai essayé justement de faire ce chemin généalogique entre une expérience matérielle, corporelle et charnelle, et une idéalisation topologique. Donc j'ai tenté ce chemin. Donc,
comme toute expérience, elle est heureuse ou malheureuse. Vous ne la jugez pas heureuse. C'est dommage. Mais c'est ainsi. Bon, à partir de là, mais c'est bien dans ce sens-là que j'ai travaillé. Si d'autres le font mieux que moi, qu'ils le fassent. Donc, à partir de là, c'est bien la question du rapport entre phénoménologie et psychanalyse qui est posée. Il y a de la topologie chez la femme. Première question, pourquoi? Certes. Moi, je ne suis pas parti de là, je suis parti de ce fait, si vous voulez, théorique, selon lequel Lacan fait usage de la topologie. Pour lui, c'est lié effectivement à une certaine détermination de l'inconscient, qui au départ était évidemment symbolique, qu'il a trouvé, et cette détermination de symbolique, il y a plusieurs paradigmes dans son œuvre. D'abord, c'était, vous connaissez tous cette fameuse thèse de l'inconscient structuré comme un langage, et un langage d'œuvres sociaux. C'est-à-dire à partir de l'algorithme du signe qui déterminait une région, qui était celle d'un champ, de la parole et du langage, et on peut dire de manière schématique et vraie, ensemble, que c'était une première détermination de ce qui pouvait déterminer une existence sans qu'elle le sache. Un ordre symbolique dans lequel on est pris, qui peut déterminer, non pas de manière nécessaire, mais malgré tout, avec une certaine force, l'existence d'un sujet. Or, ce symbolique, on peut le penser, évidemment, en tant des termes. Toute la question est celle, finalement, de l'évolution de la notion de symbolique et de son rapport à d'autres dimensions de la subjectivité chez Lacan. Il se trouve que les schémas topologiques, vous voyez, ont eu cette fécondité, au moins, de redonner une articulation possible qui intègre, évidemment, ce moment du symbolique, qui est le moment fort de la pensée structuraliste, souvent aussi avec Lévi-Strauss en anthropologie, Camus-Barthes en littérature, où finalement c'est la grande découverte de la pensée philosophique française à ce moment-là. Mais le moment topologique chez Lacan, c'est quelque chose qui lui permet de penser, au fond, au-delà de ce climat du symbolique, en l'articulant à d'autres dimensions de la subjectivité que sont l'imaginaire et le réel. Alors tout ça va ensemble, mais justement il a trouvé dans une organisation spatiale et temporelle une façon d'ordonner des grandes modalités de la vie psychique. Alors, ce problème aussi était présent chez Husserl, c'est le problème des modalités de la conscience et des modifications des modalités de conscience, évidemment dans des termes différents, mais vous avez bien aussi une théologie de la perception, vous avez bien aussi une théologie de l'imagination, l'imaginaire, il y a aussi une théologie de la signification. C'est quelque chose de logique qu'on peut pointer. Donc, on peut dire que toute philosophie de l'esprit, au sens très général, est confrontée à cette pluralisation de nos rapports au monde des objets, et pour Lacan, évidemment, elle s'est faite tout d'abord avec l'éminence du symbolique dans la mouvance du structuralisme français. La topologie fait partie déjà de cette façon de penser le symbolique, mais ensuite elle dépasse le cadre strict du symbolique pour penser même les relations entre les différentes dimensions. Alors, maintenant, je crois que le choix aussi de la topologie, ça c'est aussi mon hypothèse de lecture, est dû aussi à ses relations avec Merleau-Ponty. Je pense que la lecture de Visible et l'Invisible, les discussions avec Merleau-Ponty ont été très importantes pour la façon dont il a élaboré, notamment l'objet petit a dans le séminaire 11, le nom de Merleau-Ponty est très souvent mentionné, et je pense qu'il a trouvé aussi dans les métaphores de Merleau-Ponty une puissante stimulation intellectuelle. Donc ça, c'est un autre aspect des choses, mais pour dire que la découverte freudienne pour Lacan, c'est la découverte au fond d'une esthétique, on peut dire, spatio-temporelle, dont la topologie lui donne la grammaire, on peut dire de manière plus philosophique. Alors à partir de là, comment on évalue ce genre de choses? Bien ça, c'est une question d'épistémologie psychanalytique. Est-ce une bonne idée, est-ce une mauvaise idée? Comment on va évaluer cet usage lacanien de la topologie? En tout cas, on voit bien qu'il a rendu de grands services pour penser l'articulation du symbolique, de l'imaginaire et du réel, et pour penser le symbolique lui-même plus avant.
mieux qu'avec la linguistique, puisqu'au fond, la linguistique, pour lui, n'a pas donné tout ce qu'il espérait qu'elle lui donnerait. Et à partir de là, justement, puisque nous nous rencontrons en ce carrefour nommé phénoménologie et psychanalyse, dans ces journées, qu'est-ce que nous avons à en dire? J'ai parlé justement de ce mouvement entre le sensible et l'idéal. Comment redonner l'idée d'une genèse, rapport entre une expérience vécue et ses chaînes. Et il me semble tout de même que déjà chez Merleau-Ponty avec l'idée de son rapport topologique au monde, puisque la chair du monde, ce n'est que cela chez lui. Ce sont des relations topologiques au monde. Il dit chair du monde, dans ses outils, empiètement, ségrégation, une série de relations qui sont toutes issues de la topologie. Cela étant, ça fait écho là, cette fois-ci à la question de Rodolphe Pernet, je l'ai dit dans mes travaux, la topologie de Merleau-Ponty est incomplète. Justement, l'intérêt de la topologie de Lacan, c'est d'apporter des choses qui manquent cruellement chez Merleau-Ponty, notamment sur la question de la castration, du père, la séparation, etc. Donc effectivement, peut-être tout ce côté plus husserlien à la fin de notre propos, au départ. Mais ce qui est apporté par Lacan, c'est, je crois, pour les phénoménologues, un complément indispensable à l'ontotopologie de la chair de Merleau-Ponty. Bon, il faudrait que je justifie mes propos par des exemples longs, mais vous voyez, je veux dire. Et à mon sens, si vous êtes tout de même, si vous jugez favorablement l'apport de Merleau-Ponty, vous ne pouvez que juger favorablement cet éclairage ontotopologique, tout de même sur notre rapport au monde, qui est apporté par la psychanalyse aussi, même si elle ne le sait pas, c'est comme ça que je la comprends. Voilà. Très bien, nous avons besoin de faire une pause et merci beaucoup. Nous commençons